Dans la partie 1, on a vu que les continents ils bougent au fil du temps et que la croûte terrestre elle est générée au niveau des dorsales. Et s'il y a de la croûte terrestre qui est générée en continu et que la Terre ne gonfle pas, il y a forcément un endroit où l'équivalent est détruit. C'est ce qu'on va voir maintenant. Harry S, qu'on a vu s'intéresser aux dorsales dans la partie 1, s'intéresse du coup aux fosses océaniques. Elles sont souvent éloignées des dorsales, où la croûte terrestre est générée, et en plus, elles sont très actives aussi d'un point de vue sismique. C'est des zones qui tremblent souvent. S, il propose que la croûte terrestre vieille, poussée par la plus jeune, ça pousse, s'enfonce dans le manteau, en provoquant du coup tout un tas de séismes. Elle finit par fondre au bout d'un moment en profondeur, et elle est ainsi recyclée. Le 27 mars 1964, il y a un gros séisme pas loin de la capitale de l'Alaska, Anchorage, qui fait 131 morts. Le sismologue américain George Plafker en conclut que le séisme résulte de la croûte pacifique qui s'enfonce sous l'Amérique du Nord, là où il y a la fosse aléoutienne. La croûte pacifique qui s'enfonce est dite subductée et le processus géologique est appelé la subduction. En 1967, Dan Peter Mackenzie, qui est un géophysicien britannique, il propose que dans le manteau, la matière en profondeur plus chaude remonte par effet de densité et que la matière plus près de la surface, plus froide, descend elle aussi par effet de densité. Ce mouvement, des matières froides qui descendent et des matières chaudes qui remontent, ça formerait des boucles, c'est ce qu'on appelle la convection mantélique. Le mouvement au fil des millions d'années de ces roches du manteau qui sont solides mais visqueuses, pas rigides, faut voir ça comme de la pâte à modeler, ce mouvement il entraînerait la croûte qui est au-dessus dans son mouvement du coup et ça expliquerait le déplacement des continents. Mais pour des raisons de géométrie liées au fait que la Terre est sphérique, merde alors, ça va en décevoir plus d'un, du coup le modèle de Mackenzie il a du mal à être appliqué parce que la Terre est sphérique. La solution, elle arrive avec les géophysiciens William Jason Morgan et Xavier Le Pichon, qui suggèrent tous les deux l'année suivante, donc en 1968, que la croûte, elle est divisée en plaques. Ils en comptent 6 grosses et 12 petites. Et le fait que la croûte soit divisée en morceaux, ça permet à la convection mantélique du modèle de Mackenzie de s'appliquer sans problème. Du coup, Morgan et Le Pichon, ils ont résolu le problème de Mackenzie, quoi. Avec le temps, les outils de mesure deviennent plus perfectionnés et on comprend de mieux en mieux la machinerie de la Terre. En 2016, on dénombrait 7 grandes plaques tectoniques, donc la plaque nord-américaine, la plaque sud-américaine, l'Afrique, l'Eurasie, le Pacifique, l'Australie, l'Antarctique. Rien que cela, c'est 94% de la surface du globe, 12 plaques secondaires, un peu plus petites, et 34 plaques mineures, vraiment encore plus petites. Ce modèle, le modèle actuel, c'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Ce modèle, cette théorie, car le modèle est appuyé par un grand nombre d'observations et de preuves, maintenant on n'est plus sur une hypothèse, on est sur une théorie. Cette théorie, elle dit que la croûte terrestre est divisée en plaques qui flottent sur le manteau et bougent au fil du temps, que ces plaques se touchent via 3 types d'interactions, les dorsales, où les plaques sont générées et divergent l'une de l'autre, les zones où les plaques convergent et s'affrontent, que ce soit dans un contexte de subduction, quand il y a une plaque qui passe et qui rabote l'autre, ou dans une zone de collision, quand il n'y a aucune plaque qui passe l'une sous l'autre, et qu'il se forme à la place une grande chaîne de montagnes. Le troisième type, on n'en a pas encore parlé, c'est les décrochements, pour faire très simple, c'est quand les plaques, au lieu de glisser l'une sous l'autre, elles glissent l'une contre l'autre. C'est ce qu'on a par exemple où il y a la faille de San Andreas. Et pour finir, la chaleur de la Terre, issue de la radioactivité de certains atomes, cette chaleur entraîne un mouvement des roches dans le manteau, la convection mantélique, et c'est ce mouvement qui entraîne les plaques qu'il y a à la surface. Les mouvements des continents et la formation et la destruction des plaques tectoniques sur lesquelles ils sont, c'est des processus qu'on connaît de mieux en mieux. Ils s'inscrivent sur des millions d'années, répétant un cycle sans fin où les plaques sont générées, bougent, se collisionnent, se détruisent, sont recyclées pour en créer de nouvelles, etc., etc. Ce cycle, il s'appelle le cycle de Wilson, en l'honneur d'un géophysicien qui s'appelle John Tuzo Wilson. Les continents, au fil du temps, sont amenés à se collisionner pour former de supercontinents. C'est le cas par exemple de la Pangée, formée par la collision de tous les continents de l'époque, il y a environ 300 millions d'années. Ces mêmes anciens continents sont les fragments d'un autre supercontinent plus ancien qui s'appelle Pannotia, qu'il y avait lui il y a 600 millions d'années à peu près. Lui-même, il est issu de l'agglomération des restes d'un ancien supercontinent, Rodinia, qui existait autour de il y a 1 milliard d'années à peu près.
On peut remonter encore plus loin dans le temps avec d'autres supercontinents supposés comme Noun Colombia à 1,8 milliard d'années, Kenorland à 2,4 milliards d'années, Ur à 3 milliards d'années ou encore Valbaral, plus ancien supposé, à 3,4 milliards d'années. Ce cycle, qui s'est amené à se répéter plusieurs fois dans le passé, il est aussi amené à se répéter à l'avenir. Alors c'est pas simple de prévoir les mouvements des continents dans le futur, mais malgré tout, on est quand même assez sûr de certains trucs qui pourraient se passer d'ici les 100 prochains millions d'années. L'océan Atlantique, qui s'agrandit tous les ans, va continuer de s'agrandir sous l'effet de la dorsale médio-atlantique. L'Australie, qui s'est séparée de l'Antarctique à la fin du Crétacé, va continuer de s'éloigner de l'Antarctique et remonter vers le nord petit à petit pour peut-être même rentrer en collision avec l'Asie du Sud-Est. L'océan Pacifique va disparaître car la plaque pacifique va entièrement être subductée, va entièrement passer sous l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ça c'est plutôt global en général, parce que dans les détails il y a plusieurs scénarios et chaque scénario dépend des modèles utilisés, des paramètres qui régissent ces modèles en fait. On arrive à la fin de cette vidéo, mais juste avant j'aimerais m'attarder sur un point. Il a fallu attendre les années 1970 pour qu'on comprenne vraiment la tectonique des plaques. J'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus, sur à quel point c'est récent, quoi. Quand j'étais étudiant en première année de licence en géologie à l'université d'Orléans, à Lozuc, c'était il y a maintenant 10 ans, j'ai eu un cours de tectonique d'un chercheur qui s'appelle Yan Chen, qui est encore chercheur à l'université d'Orléans d'ailleurs. Et je me souviens, ce chercheur, il nous avait dit une phrase, je me souviens vraiment encore très bien. Il nous avait dit « C'est avec une certaine émotion que je vous fais ce cours, car quand moi j'étais à votre place, on ne savait pas tout ça, la tectonique des plaques n'était qu'à ses débuts. » J'aime bien cette citation parce qu'elle montre que la science se fait tous les jours, que rien n'est acquis, et que même à l'échelle d'une vie humaine, quoi, une soixantaine d'années, on peut voir des changements des connaissances scientifiques qui sont parfois drastiques, quoi. Et puis ça montre aussi la dimension humaine derrière, les scientifiques qui explorent l'inconnu et qui font des avancées dans le domaine. L'exploration, c'est pas forcément aller dans des lieux qu'on connaît pas, mais c'est aussi des domaines de connaissances où on connaît pas, et faut y aller à tâtons, casser les préjugés, etc. Donc voilà, cette citation, elle me plaît beaucoup, et je passe le bonjour à Monsieur Yan Chen. Cette vidéo, et même cette série de 2 vidéos, touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, et si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Vous avez l'espace commentaire aussi, si vous voulez mettre toute votre haine. Non, mais vous pouvez mettre vos questions par contre, ça sera instructif, et je me prendrai un peu de temps, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, la petite cloche pour rien rater. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Je vous laisse ici, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Christo, salut.